Pierre-Étienne Van Damme, bonjour. Tu n'es pas en direct d'ailleurs, hein, tu es en enregistrement dans un podcast intitulé La Voix du Yéti. Nous sommes très heureux de te recevoir avec mon ami Thierry. Bonjour, bonjour. Et derrière, évidemment, toujours Carole et Pierre qui s'occupent de la technique. Enchanté, bienvenue. Peux-tu te présenter succinctement? Je suis chercheur en philosophie politique à la KU Leuven pour le moment. J'ai fait un peu le tour de différentes universités. Ça fait quelques années que je fais de la recherche sur des grandes questions comme la démocratie, qu'est-ce qu'une démocratie qui fonctionne, qu'est-ce qu'une société juste. Et voilà, je donne quelques cours. Pour le moment, c'est surtout de la recherche, mais je donne aussi des cours à des étudiants en philosophie ou en sciences politiques. Tu as également écrit un bouquin Ouais. qui s'intitule Démocratie et justice sociale, c'est vraiment mes deux sujets d'intérêt principaux. Et c'est un livre qui est tiré de ma thèse. Donc j'ai fait une thèse de doctorat. Je l'ai retravaillé pour en faire un livre qui a été publié en 2021. Alors ça tombe très bien parce qu'on s'approche des prochaines élections. On est nombreux sur cette planète à bientôt passer aux urnes. On se pose tout un tas de questions sur la démocratie, les systèmes démocratiques. La grande question pour nous que nous aurons globalement, c'est notre système démocratique est-il obsolète ou y a-t-il encore un avenir à nos démocraties? Par quelle question est-ce que toi tu voudrais commencer? Par quelle porte d'entrée voudrais-tu aborder ce sujet? La question de savoir s'il est obsolète, c'est une bonne question qui m'intéresse beaucoup pour le moment. Et je pense que la réponse est en partie oui. Je pense qu'on a hérité d'institutions politiques qui ont été imaginées à une époque très différente de la nôtre. Et bien sûr, elles ont évolué dans le temps, mais pour cette raison, parce qu'il est aussi assez difficile de changer les règles du jeu, de changer les institutions politiques, de changer la Constitution, on a hérité de quelque chose qui est plus vraiment adapté. En fait, notre modèle politique, il a été construit à une époque beaucoup plus élitiste, où l'éducation était aussi moins répandue, et donc il y avait une forte crainte des masses. Les élites craignaient la masse, une population ignare à laquelle on ne faisait pas beaucoup confiance. Et donc, bien sûr, entre-temps, il y a eu extension du suffrage, il y a eu différentes formes de démocratisation, plus d'opportunités de participation, mais on est quand même resté un peu prisonnier de cette logique élitiste. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut changer en priorité pour donner un avenir à notre système. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs vraiment dans quel type de démocratie nous sommes, nous, ici en Belgique, présentement? Donc déjà, on est, à mon avis, dans un type de régime qui est seulement en partie démocratique. Donc il y a des traits démocratiques incontestables. Le fait qu'on puisse tous et toutes voter à partir de 18 ans, en tout cas si on a la citoyenneté, euh, et que chaque voix ait un poids égal, ça, en soi, c'est assez démocratique. Le fait qu'on puisse exprimer nos opinions politiques dans l'espace public, même si c'est des opinions minoritaires, qu'on puisse critiquer les gouvernants, ça, c'est démocratique aussi. Mais il y a certains aspects qui sont moins démocratiques. Euh, Certains contestent de plus en plus le fait que les élections soient vraiment un instrument de la démocratie. À la fois, ça permet à chacun d'avoir une voix égale, et ça correspond assez bien à l'idéal démocratique. Et en même temps, il y en a qui disent que les élections, il y a une certaine logique aristocratique de sélection des meilleurs. L'idée, c'est que les élections tendent à amener au pouvoir un certain profil de personnes qui se distinguent un peu de la masse des citoyens par certains traits qui en font des personnalités un peu plus distinguées, qui vont souvent avoir beaucoup plus de capital social et culturel, qui s'expriment plus facilement en public, qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Euh, et, et ça amène un certain nombre de biais, une certaine manière de voir le monde qui n'est pas partagée par tout le monde. Donc les élections ont cet aspect aussi un peu inégalitaire qui est critiquable. Et un autre aspect inégalitaire de notre système, c'est que tout le monde n'a pas la même influence. Plus on est riche, plus on peut avoir de l'influence sur le système politique. On peut, par exemple, soutenir des partis politiques en échange de certaines faveurs. Donc plus on a de l'argent, plus on peut soutenir évidemment des candidats ou des partis. Et ceux qui ont un gros pouvoir d'influence économique, par exemple des chefs de grandes entreprises, etc., peuvent négocier des conditions favorables avec les représentants politiques, dire si le régime fiscal n'est pas satisfaisant pour nous, on déménage nos activités, on quitte le pays, et donc ils ont un pouvoir d'influence assez fort
est disproportionnée, en fait. Donc on a une ouverture sur le lobbying, ce qui fait que certaines chaînes de magasins de carton, de meubles en carton peuvent créer de nouvelles branches d'autoroutes. Ça veut dire que on va avoir des entreprises du pharma qui vont avoir des systèmes de ruling pour pouvoir avoir un système d'imposition inférieur à d'autres. Et donc c'est quand même une forme de concurrence déloyale. Ça veut dire que est-ce qu'on devrait protéger nos politiques de ce genre d'influence? Idéalement, oui, puisque l'idée, c'est que chaque voix en démocratie ait une influence égale. C'est très difficile à réaliser, mais l'idéal, ce serait de limiter l'influence de certains groupes, de limiter le lobbying. En même temps, le lobbying, il y a un aspect positif. Le lobbying, on le perçoit souvent comme négatif, mais il faut bien qu'il y ait un moyen pour la population d'exprimer ses revendications, d'essayer de faire pression parfois sur les élus pour faire passer certaines idées. Donc, est-ce que c'est pas un peu comme, si on reprend le schéma de Mintzberg sur les organisations, la technostructure qui peut aussi informer le pouvoir décideur à prendre de meilleures décisions? Parce que finalement, eux, ils prennent des décisions très larges, ils ne sont pas experts, donc ça veut dire qu'il faut aussi permettre aux lobbyistes d'informer sciemment nos pouvoirs politiques pour qu'ils prennent les décisions les plus justes? c'est ça, c'est vrai que des élus, c'est pas forcément des experts, et en tout cas, ils peuvent pas avoir une expertise sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à prendre des décisions. Et on ne leur demande pas d'ailleurs. Non, on leur demande pas, enfin, ce serait une attente complètement déraisonnable. Mais c'était quand même un des gros débats avec la ministre de l'Enseignement, qui n'était pas prof, ou le ministre de la Santé, qui n'était pas médecin. Alors c'est ça, pour les ministres, on pourrait espérer avoir des profils plus spécialisés, qui connaissent mieux le terrain en question. Mais de manière générale, un parlementaire va voter sur un grand nombre de sujets, il ne peut pas avoir une expertise sur tous ces sujets. Et donc c'est intéressant d'avoir justement différentes formes d'expertise de la société qui puissent influencer les décideurs. Mais voilà, mais il y a des formes de lobbying qui posent problème quand, par exemple, plus on a de l'argent, plus on a de l'influence. Ça biaise le débat, évidemment. Et donc, tu l'as dit, malgré tout, donc depuis notre Constitution, des avancées se sont produites. Le droit de vote pour les femmes, le droit également, hein, au début c'était une majorité de personnes, je pense, bourgeoises qui pouvaient voter, et puis le droit de vote pour tous les hommes déjà. J'ai l'impression que ces droits ont été acquis par la force, ou en tout cas par une pression très forte, ou après certains chocs, après la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudra, selon toi, arriver à nouveau à des formes violentes ou importantes pour que de nouveaux choix évoluent, vu que c'est le politique qui prend des choix sur notre Constitution et qui a le pouvoir de le faire? J'ai le sentiment qu'il n'y a aucun politique, à part certains maoïstes qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui ont envie de se contraindre eux-mêmes et de se protéger eux-mêmes. Alors ça arrive quand même parce que c'est sûr qu'il y a ça c'est une explication du blocage et du fait qu'il soit très difficile de changer la Constitution et de revenir sur les pouvoirs acquis par le monde politique. Mais le monde politique n'agit pas de façon unifiée non plus. Il y a des intérêts divergents, ne serait-ce que les intérêts électoraux. Donc ça peut être intéressant pour certains acteurs politiques pour essayer de gagner des voix, de promettre une forme de redistribution du pouvoir vers les citoyens. Et puis une fois qu'ils sont élus, bon, ils peuvent toujours trahir une partie des promesses, mais il y a une certaine pression à le faire. Donc ça peut devenir intéressant pour certains acteurs politiques de changer les règles du jeu pour essayer de se distinguer des autres. Donc comme voilà, il n'y a pas une sorte d'union sacrée entre les politiques, même si parfois ils s'entendent pour ne pas parler de certaines choses, il y a quand même des divisions au sein du monde politique qui font que le changement est possible, qu'il y a toujours des nouvelles reconfigurations qui sont imaginables. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? On a bien compris qu'une forme de bourgeoisie avait peur du peuple à une certaine époque, non instruit, non éduqué. Que penses-tu aujourd'hui du rapport au référendum? Oui, c'est un des meilleurs exemples de cette crainte du peuple. Il y a une forme de phobie du référendum qui est largement irrationnelle. En Belgique, on ne le pratique pratiquement pas et on revient toujours dans les discussions sur un exemple, la consultation populaire après la Deuxième Guerre mondiale, pour savoir si La question royale. Voilà, la question royale, qui a été, semble-t-il, un peu traumatisante parce que ça a créé vraiment un clivage flamand-francophone très fort.
Et certains en ont conclu que tout référendum en Belgique va recréer cette division entre flamands et francophones. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des divisions au sein de la population flamande, au sein de la population francophone, et qui se croisent. Et donc, on ne va pas toujours avoir ces deux blocs linguistiques, sauf si la question porte sur une question linguistique. Mais on peut imaginer des référendums sur toutes sortes de questions. Donc, cette crainte-là, elle est assez irrationnelle. Et puis, il y a beaucoup de préjugés sur le fait que les citoyens sont mal informés et donc que forcément les décisions prises par référendum seront de mauvaise qualité. Mais ça, c'est un préjugé parce que le référendum, il est pratiqué dans plein d'autres pays et c'est pas la catastrophe. C'était Ricky Gervais qui, dans un de ses spectacles, disait on demande en politique l'avis, on dit demandez l'avis aux gens normaux. Et il disait mais t'as pas vu le QI des gens normaux, faut arrêter de leur demander leur avis pour gérer un pays. Tu penses quoi de ça? Je pense que c'est du mépris. Bon, ça marche pour faire une blague sur scène, mais il y a un mépris de l'opinion publique qui existe depuis des centaines d'années. Et même dans la tradition philosophique qui m'intéresse, ce mépris du peuple, il est très, très présent. Et on en retrouve encore des traces aujourd'hui, alors que l'attitude de la population par rapport aux élites est en train d'évoluer. Il y a beaucoup moins de déférence, de respect d'une certaine autorité. Il y a une inversion, j'ai l'impression, quand tu vois les réseaux sociaux, pour travailler avec de nombreux échevins, nombreux bourgmestres de communes, plus ou moins grandes, on réalise aussi que la pression chez eux est énorme, de par la communication directe. Les responsables de cabinet gèrent et deviennent des médiateurs de réseaux sociaux. Il n'y a pas aussi un mépris, justement, de la classe politique ou une méfiance, quelque part, un retour de flamme? Oui, il y a un retour de flamme, c'est ça, c'est une bonne manière de le caractériser. Ça s'explique par le mépris qui venait dans l'autre sens. C'est comme notre conflit linguistique, il y a eu un mépris des Flamands par les francophones, et maintenant on a la dynamique inverse, et qui est sans doute exagérée. Mais de la même manière, voilà, il y a une hostilité assez légitime à la base contre des élites qui méprisent le peuple. Et donc le peuple, la population réagit en développant une sorte d'hostilité aussi. Et puis souvent ça va trop loin parce qu'on met toutes les élites dans le même panier, on fait comme si c'était un bloc unifié. Et donc voilà, je pense qu'il y a des excès aussi dans ce sens-là, mais la réaction d'origine est tout à fait compréhensible. Quand tu parles des élites, c'est marrant de voir qu'il y a eu alors une période en France où on a eu Coluche, on a eu Bernard Tapie, ces gens qui sortaient un peu, qui n'étaient pas du tout les élites, même si en France aujourd'hui c'est l'ENA. Les grandes gueules. Les grandes gueules qui sortent. On voit aujourd'hui des gars comme Trump, où là on parle pas d'élite, on parle de gens qui ont une popularité plutôt qu'une notoriété. On voit, pour revenir aux États-Unis, le pourcentage d'Américains qui voudraient voir Dwayne Johnson de Rock se présenter aux candidatures. Est-ce que c'est pas justement cette réaction où les gens recherchent des semblables en réaction à cette espèce d'élite intouchable, Ouais. et qu'on voit justement apparaître des gens qui jouent du coup avec ça, avec juste je suis populaire donc j'ai ma légitimité pour y aller. Ouais, donc est-ce que justement le fait de ne plus croire à ces élites, c'est une porte ouverte pour le populisme? Donc, bon, déjà, Donald Trump, c'est pas un citoyen ordinaire. Donc, alors, c'est peut-être pas une élite au sens, dans un certain sens du terme, où élite désigne plutôt la population qui a beaucoup de diplômes, etc. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que la moyenne, qui a accès à beaucoup plus de choses donc qui n'a pas du tout un vécu commun en fait avec la population ordinaire. Mais quand je dis ordinaire, j'utilise pas du tout dans un sens négatif, c'est pour dire Classe moyenne, ouvrière, moi, l'homme blanc des villes, ouvrier. mais blanc ou pas, tout le monde. Mais donc j'utilise le terme sans aucun mépris. Mais il se présente, voilà. Alors ça, c'est une nouvelle stratégie. Ça va être de se présenter comme ordinaire et de dire moi je suis comme vous. Il est tout sauf ça. Ce qui est en grande partie une mystification dans son cas, dans beaucoup de cas. Parce que quand même, pour arriver à se faire élire, il faut avoir certaines ressources que la plupart des gens n'ont pas. Des ressources financières, des ressources, des connaissances, des contacts qui nous permettent d'arriver là. Et donc des dettes aussi vis-à-vis de personnes qui vont te donner de l'argent en échange de nouveaux services. Bien sûr, et en particulier dans le système américain où il n'y a aucune limite sur le financement des campagnes électorales. Là, on peut dépenser tout ce qu'on veut pour faire élire quelqu'un. Donc l'argent joue un rôle énorme. C'est un peu moins le cas en Belgique, mais ça joue quand même son petit rôle aussi.
et l'imprégnation de l'image. Donc Zelensky était un comédien, Ronald Reagan était acteur, Arnold Schwarzenegger a quand même été c'est la sénateur de Californie? Non, gouverneur de Californie. Chez nous, maintenant, Julie Taton, qui a rejoint le groupe politique, toutes des figures. Et donc, on parle quand même aussi du rôle des médias. Tu as dit tout à l'heure la croyance que les gens sont mal informés. Les mainstream. Je me souviens, quand on parlait de référendum, je ne sais pas si tu te souviens de la situation des Ménarets, quand la Suisse a eu un référendum sur oui ou non les Ménarets, et majoritairement, ils ont dit non aux Ménarets. Et quand tu écoutais nos médias mainstream de base, dans les infos, il y avait confusion de genre entre Ménarets et mosquées. En fait, la Suisse était tout à fait pour, et il y a des mosquées, je pense, un peu partout en Suisse. Ils voulaient juste dire, d'un point de vue architectural, non aux Ménarets sur le point de vue architectural. Et j'ai l'impression que même le mainstream n'avait pas ce rôle d'éducation. C'était « Ah, mais regardez ce que le référendum a fait. » Encore une fois, le référendum n'est pas une solution. Quel jeu il joue, ces mainstream? Bon, alors, déjà, on parle toujours de cet exemple des minarets pour essayer de discréditer le référendum. De manière générale, on utilise toujours une décision qui ne plaît pas pour discréditer l'outil, et ce n'est pas comme ça qu'il faut le juger. Bon, mais il se fait que, de ce que je connais de ce cas-là, de la construction des minarets, je ne pense pas qu'il y avait qu'une question d'esthétique architecturale qui était en jeu. Il y avait beaucoup de préjugés sur la population musulmane de Suisse. Il y a eu des campagnes assez actives pour essayer d'inciter les gens à rejeter les minarets au nom d'une crainte que ce soit la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre. Donc, il y a beaucoup de craintes qui existaient. Et voilà, on pourrait en discuter, mais de manière générale, c'est sûr que les médias jouent un rôle absolument déterminant en politique, et en particulier dans le cas de référendum où on demande son avis à l'ensemble de la population. Et là, il faut trouver un moyen de donner un accès à une information équilibrée. Et il y a des moyens qui existent. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler de ça maintenant, mais il y a un modèle, par exemple, qui a été imaginé aux États-Unis, dans l'État d'Oregon. C'est un État qui pratique le référendum régulièrement. Et le moyen qu'ils ont trouvé pour améliorer l'information des citoyens au moment du vote, c'est qu'ils organisent une sorte de jury citoyen, des citoyens tirés au sort, qui sont rassemblés pour collecter les différents arguments pour et contre la question qui va être votée. Et ils écoutent des experts, des expertes, des témoignages des partisans du oui et du non. Et ils font une sorte de petit livret informatif avec les principaux arguments pour et contre. Et ce livret est distribué à l'ensemble de la population de l'État avant de voter. Donc là, c'est un moyen qu'on a trouvé pour offrir la même information de qualité équilibrée à l'ensemble des électeurs. Donc c'est ça. Donc un des points essentiels, si on veut partir sur plus de démocratie, c'est s'assurer que tout un chacun puisse avoir accès à un maximum d'informations, une contradiction des avis, pour se faire finalement ce qu'on appelle un esprit critique, ce que l'éducation populaire et permanente appelle ça les CRAC, citoyens responsables, solidaires. Ça, c'est pour toi une des règles importantes, un des piliers de plus de démocratie? C'est un des piliers. Si on veut impliquer davantage les gens, il faut aussi s'assurer qu'il y a un accès facile à des sources d'informations fiables. Et ça, c'est très difficile, évidemment. Maintenant, le paysage médiatique est complètement éclaté. On peut trouver des informations partout, des choses fiables et pas du tout fiables. C'est assez difficile de s'y retrouver. Donc, si on veut impliquer davantage les citoyens dans la décision politique, il faut repenser un peu l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux médias, et peut-être repenser le financement des médias. C'est pas simple de fournir de l'information de qualité. C'est pas toujours rentable, en fait. Et donc, peut-être des soutiens financiers sans intervention dans les contenus pourraient aider les médias. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une politique où on est devenu, c'est la course à la meilleure campagne de com plutôt qu'au meilleur programme? Oui, c'est sûr que maintenant, ce qui est déterminant, c'est pas tellement le programme politique en lui-même, mais c'est la manière dont il est présenté dans les médias, dont il est vendu. Et ça, c'est du marketing électoral, oui. Et c'est devenu un élément essentiel de la politique, le marketing électoral. À qui profite le crime? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous, sauf dans de l'incapacité, c'est plein de bon sens. L'idée qu'à un moment donné, la moyenne de la population s'autorégule et que si on appelle à la population, on espère que globalement, elle va avoir une vision. Si en plus on lui transmet les informations,
pour aller régulièrement en Suisse, on se rend compte que des jeunes de 18, 20 ans parlent de politique parce qu'ils vont parler de « tiens, dans mon canton, on doit voter pour un parc ou une place de parking ». Et on voit que les débats sont riches. Et donc, ça s'auto-génère parce qu'ils sont impliqués dans du concret et pas juste dans « je vais voter pour tel nom, telle personne ou telle affiche ». À qui profite le crime? Qu'est-ce qui empêche de pouvoir avoir accès à plus de démocratie? Ça profite aux personnes qui sont habiles pour manipuler l'opinion. Puisque, voilà, tant que ce qui fait gagner, c'est le marketing, la communication électorale, ça profite à des personnes qui sont très habiles rhétoriquement, qui ont des ressources financières pour, en plus, faire des grandes campagnes de manipulation de l'opinion. Et donc, c'est ces personnes-là qui bénéficient le plus du système actuel. Et puis, de manière générale, on peut dire quand même qu'un système élitiste profite aux élites qui ont plus de chances d'obtenir du pouvoir politique dans un système comme ça que dans un système, par exemple, alternatif où n'importe qui pourrait être représentant. Mais du coup, ils se rendent compte, l'effet de bord, c'est que on a chez nous, et ça se voit par les statistiques, que on va avoir une tranche de la population, plutôt comme moi, qui se dit « mais alors je ne participe pas ». Et je ne me déplace plus dans ce système électoral-là. Et d'ailleurs, on est une grosse tranche de la population maintenant à désobéir. L'avantage de la Belgique, c'est qu'on est obligé. Donc, on peut se dire qu'on n'est pas comme en France où on se dit tiens, j'ai autre chose à faire. On est vraiment dans une désobéissance civique. Mais on a également, et on ne parle pas de ces gens-là, ou très peu, mais en même temps, on va avoir des extrêmes qui ont le même discours que nous, mais qui met au profit d'une idéologie qui parfois peut être également un danger de nos démocraties. Oui, alors c'est vrai qu'on parle peu des abstentionnistes en Belgique. On fait comme si ça n'existait pas, on part du principe, de l'idée que comme le vote est obligatoire, les bons citoyens vont se conformer à l'obligation, alors qu'on a des taux d'abstention quand même significatifs et qui augmentent comme dans tous les pays, qui sont moins spectaculaires parce qu'il y a quand même une obligation et tout le monde ne sait pas qu'on n'est pas forcément sanctionné si on ne vote pas, mais donc il faut... On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Et puis, il serait... moi, je demanderais que ça, de pouvoir être sanctionné, de contester et de pouvoir défendre mon point de vue au tribunal. Oui, bien sûr. Et on pourrait être nombreux à se retrouver comme ça, à avoir une voix plus importante. Ce serait intéressant, en tout cas, mais par exemple pour les journalistes, de donner une voix aux abstentionnistes. Je sais que le Soir a fait quelque chose comme ça récemment, d'aller à la rencontre des gens en demandant « est-ce que vous allez voter ?» Et puis l'idée n'était pas d'exclure ceux qui ne vont pas voter, mais de leur donner aussi une forme de tribune. Une voix, oui. J'ai trouvé ça assez positif, ne pas considérer qu'il n'y a que les citoyens qui s'expriment par l'élection qui ont quelque chose à dire. Mais moi, par exemple, je pense, vous me donnerez votre avis, mais que même si on n'aime pas les élections, on peut avoir quand même des bonnes raisons de voter. Pas parce que c'est un devoir civique, inconditionnel, c'est pas juste parce que c'est obligatoire qu'il faut le faire. On peut avoir des bonnes raisons de voter parce que les votes peuvent avoir un impact même sur la vie de certaines personnes. Il y a des gens pour qui ça ne change pas grand-chose qui est au pouvoir. En gros, les classes moyennes ne sont pas tellement affectées parce que tous les partis défendent la classe moyenne d'une certaine manière. On n'est pas forcément affecté par un changement de coalition. Mais il y a des gens pour qui ça fait une grosse différence. Il y a quand même des choix électoraux. On pourrait vouloir qu'il y ait plus de différences entre les partis, mais il y a quand même des différences qui existent. Et il y a des gens pour qui ça fait une différence. Et donc, pour ces personnes-là, on pourrait avoir des raisons. Des bonnes raisons d'aller voter. Ouais. C'est justement sur cette question, tu sais, parce que tu disais au début, on a le droit d'aller voter, j'ai envie de dire, on a plutôt l'obligation d'aller voter. Quand on voit en France où le vote n'est pas obligatoire, du coup, ceux qui sont élus ne sont représentés, ou ce n'est représentatif que d'une petite partie de la population. Pour toi, ce serait quoi la solution entre les deux? Parce qu'apparemment, que tout le monde aille voter, il y en a de moins en moins qui veulent le faire. Mais si on ne rend pas le vote obligatoire, finalement, c'est qu'une petite partie, parce que je crois que les pourcentages en France sont vraiment minimes. Et ça renforce généralement la droite, apparemment. Ça renforce Il y a plus l'élite. d'abstention à gauche. Voilà, bon, ça c'est vrai. Mais donc, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire ou pas? Il faudrait idéalement trouver un moyen de rendre la politique plus sexy, de donner envie, pas par une obligation légale pas par une sanction, une amende, mais essayer de rendre les choses plus attrayantes. Mais comment on fait ça? On peut essayer de changer de méthode de vote. Il y a des gens qui sont frustrés par les méthodes de vote qu'on utilise, qui demandent juste de choisir un candidat ou un parti qu'on aime et c'est tout. Alors qu'il y a des méthodes de vote alternatives
qui permettent, par exemple, d'évaluer l'ensemble des candidats au parti et de donner une note, par exemple, ou une appréciation bien, très bien, nulle, à rejeter. Et on remarque que les gens qui utilisent ces méthodes alternatives, quand parfois on fait des expérimentations de ces différentes méthodes, et ils sont déjà beaucoup plus satisfaits de pouvoir exprimer une opinion plus complexe, pouvoir soutenir des petits partis aussi, pas toujours devoir faire des choix stratégiques. Et donc, voilà, ça c'est une piste, par exemple. Dans ces Penser à pistes, d'autres méthodes. tu as parlé aussi justement du tirage au sort. À un moment donné, tu l'as abordé, peut-être que ce serait bien d'en parler. On est nombreux à en parler, à échanger là-dessus. On reprend nos vieux livres sur notre démocratie grecque, avec ce fameux tirage au sort. Étienne Chouard a été une tête de file pour étudier la chose, questionner. Il était venu à l'ULB, interdit par le recteur d'ailleurs, et c'est la VUB qui avait autorisé sa venue finalement. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort? Est-ce que c'est un risque de la population vis-à-vis de nos élites? Est-ce que c'est un danger? Quels sont les avantages? Pourquoi on n'y arrive pas? Bon, déjà, on redécouvre, c'est qu'assez récemment qu'on a redécouvert cet instrument démocratique. On l'avait complètement oublié, ça avait été complètement effacé par l'élection qui était devenue presque synonyme de démocratie. Donc, dans des grandes déclarations internationales, on considère que les élections définissent la démocratie. Et donc ça, c'est l'imaginaire vraiment qui s'est installé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, on a redécouvert récemment que jusqu'au XVIIIe siècle, beaucoup de penseurs politiques considéraient le tirage au sort comme démocratique et l'élection comme aristocratique. Et qu'il y avait tout un débat, finalement, qui s'était complètement refermé entre-temps. Puis on a redécouvert le modèle athénien, qui utilisait l'élection, mais seulement pour désigner certains postes où on cherchait des qualités très spécifiques et on voulait pouvoir choisir les gens qui avaient vraiment l'expertise spécifique. Donc, on l'a redécouvert récemment, ça commence à être de plus en plus connu, et il y a évidemment une résistance de la part des élus par rapport à cette idée, puisque le tirage au sort, c'est l'idée que n'importe qui peut être représentant de la population. Et c'est une idée qui contraste énormément, qui contredit complètement la logique de l'élection, qui ne dit pas c'est n'importe qui, mais qui veut permettre de sélectionner les meilleurs représentants. Mais tu auras des difficultés, statistiquement parlant, à avoir 3 Michel dans un gouvernement en tirage au sort. C'est sûr. Donc alors ça risque d'être plus compliqué effectivement pour ces grandes baronnies politiques de se reproduire au pouvoir. Et donc il y a une forte méfiance par rapport à cette nouvelle forme de représentation alternative. Mais il y a quand même des évolutions. Il y a une série d'acteurs politiques qui prennent au sérieux l'idée de tirage au sort, ou en tout cas, sous la pression un peu électorale, prennent l'idée de plus en plus au sérieux. Et à l'heure actuelle, à Bruxelles, en communauté germanophone et en Wallonie, on peut être tiré au sort pour occuper une fonction politique. Quels seraient les dangers du tirage au sort? Parce que je me mets à la place du fan de Touche pas à mon poste qui va se dire ouais mais Jean-Michel raciste dans son truc, t'imagines, il est tiré au sort et il va me le représenter. Parce qu'on a tous un voisin très très con, et le premier biais c'est de se dire mon Dieu, mais dans le tirage au sort, si ce voisin que je trouve moi très très con est dedans, c'est la fin du monde. Le grand danger, ce serait de tirer au sort une seule personne, parce que là, on courrait un risque énorme. Si on tirait au sort le président ou un ministre, ce serait super dangereux. Mais si on tire au sort une assemblée... Un conseil de sages. Pas forcément des sages, simplement une assemblée de citoyens. C'est généralement ça l'idée qui est défendue. Une assemblée ça peut être de 50 à 500 personnes, ou 1000 personnes, on peut tout imaginer. Plus on augmente le nombre, plus le risque un peu de... Statistique, oui. Oui, d'erreurs statistiques. Je ne sais pas si on peut parler d'erreurs, mais en tout cas d'être représenté par une personne qui n'est pas du tout représentative de la diversité sociale. Et ce risque est réduit. Plus on a un échantillon large, plus on va avoir du coup des représentants assez représentatifs de la diversité sociale. Le danger, par contre, plus réel, donc ça, c'est pas un vrai danger, le danger de simplement se retrouver gouverné par un con à cause du tirage au sort. Le danger plus réel, c'est que si on n'utilisait que le tirage au sort pour choisir nos représentants, en fait, les personnes non tirées au sort n'aient aucun pouvoir, perdent encore en pouvoir d'influence, parce que les représentants tirés au sort, c'est des représentants qu'on ne choisit pas et qu'on ne peut pas non plus sanctionner à la prochaine élection, on les subit dans un sens. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est, si on n'est pas content de l'assemblée tirée au sort qui nous gouverne, c'est que le prochain tirage au sort soit meilleur.
Ça, c'est risqué. C'est pour ça qu'à mon avis, ça ne peut pas entièrement remplacer l'élection. Mais une mixité pourrait être envisagée. En tout cas, Ouais. ça veut dire donc des élus qui travailleraient sur des projets, des propositions de décret, et ces propositions seraient soumises, plutôt qu'un référendum, à cette constitution populaire. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Par exemple, il y a des débats pour remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort. Et on pourrait imaginer qu'il joue ce rôle de seconde lecture des projets de loi. Donc, la Chambre élue propose une loi et le Sénat citoyen pourrait y amener son regard et dire et vérifier s'il n'y a pas une forme de biais élitiste à cause de l'élection qui se traduit dans des lois qui négligeraient les intérêts de certains groupes sociaux, etc. On peut tout à fait imaginer ça. Alors, il y en a qui préféreraient que la validation finale se fasse quand même par référendum. Parce qu'une des limites du tirage au sort, c'est qu'il n'inclut pas tout le monde. On peut espérer que l'échantillon soit plus ou moins représentatif de la diversité sociale, mais ça prive quand même de pouvoir de décision la population. Et là, on en vient sur un autre biais ou un autre danger qui est souvent relevé. On explique qu'en Belgique, notre représentation et notre modèle multiparti amène une forme de latence, d'immobilisme. Et donc là, on ramènerait des couches supplémentaires. Donc un pouvoir par le tirage au sort, et puis ensuite un référendum où on appellerait à toute la population son avis. Et ça nous met face à d'autres types de gouvernance, telles que certaines dictatures maintenant, qui ont un pouvoir totalitaire et qui peuvent agir et avoir une vision aussi à long terme. Quel est ton regard par rapport à la rapidité et aussi par rapport à la vision politique à long terme des choses, de nos systèmes, des propositions qui sont faites et des systèmes antidémocratiques ou plutôt dictatoriaux? Donc, je pense que la rapidité de prise de décision, c'est généralement pas une vertu. C'est vrai que dans certains cas extrêmes, face à une menace extrême, il y a Situation de parfois des crise. décisions rapides qui doivent être prises. Mais de manière générale, ralentir la prise de décision, c'est plutôt une bonne chose si ça permet de réfléchir plus calmement, de délibérer, d'entendre les différents points de vue. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on a par exemple 2 chambres législatives pour un peu ralentir le processus de conception des lois. Un premier examen et puis un deuxième par d'autres personnes. Si on avait une sorte de deuxième examen par des citoyens tirés au sort, ça pourrait amener un moment un peu de réflexivité. Donc, C'est pas la incompatible, rapidité, ça. c'est pas toujours bénéfique. Par contre, Mais il y a l'autre aspect. le long terme, oui, l'aspect du long terme, là tout à fait. Il y a un des problèmes supplémentaires des élections, c'est qu'elles sont dans une logique qui est quand même... Elles mettent les politiciens dans une logique assez court-termiste, où ils sont vite en train de se préoccuper de la prochaine campagne électorale, de leur réélection. Et donc, il y a une incitation très forte à obtenir des résultats à court terme pour pouvoir, à la prochaine élection, dire voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce qu'on a fait, réalisez-nous. Et ça, c'est un gros problème, surtout quand on considère les grands problèmes de changement climatique, le désastre environnemental en cours, qui exige vraiment une perspective de long terme. Alors, certains défendent l'idée d'une chambre tirée au sort de ce point de vue-là, comme une sorte de chambre du long terme, parce que des personnes qui n'ont pas été élues mais tirées au sort seraient un peu libérées de cette course électorale et de ce court-termisme, et pourraient envisager les choses de manière plus libre et oui, avec une vision à plus long terme. Tu as parlé aussi du fait que à la fin, on n'est pas jugé. Si on reprend un peu les voisins de nos Athéniens, les Spartes, qui avaient 2 rois, ces rois, à la fin de leur mandat, étaient jugés aussi pour ce qu'ils avaient fait. Des fois, je suis quand même assez surpris de certains effets graves ou faits graves. J'ai l'impression que, et c'est en train de changer, j'ai l'impression que c'est en train de changer, tu sais, justement cette séparation des pouvoirs entre justice, politique et médias. J'ai l'impression que parfois, on peut effectivement tout se permettre au niveau politique, alors c'est un gros mot, hein, je vais te laisser amener un peu de subtilité là-dedans, mais qu'il n'y a pas de jugement non plus de ce qui a été fait. On passe à la suite, on peut faire des promesses, on peut ne pas les respecter, et puis next, et au pire du pire, si on sait qu'on n'est pas réélu, on met son poulain, son nouveau cheval, et puis on laisse la place. Oui, c'est l'impression qu'il n'y a pas de responsabilité de l'échec. Oui. Bon, en principe,
le fait que l'élection elle soit récurrente devrait permettre aux électeurs, aux électrices de juger l'action des partis qui ont été au pouvoir et de dire, bon, est-ce qu'ils ont agi de manière appropriée, est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses, est-ce qu'on renouvelle la confiance ou est-ce qu'on vote pour d'autres. Normalement, l'élection permet ça, mais le problème, c'est qu'il y a toujours moyen de s'en tirer, en particulier en Belgique, dans un système fédéral où on va avoir différents niveaux de pouvoir et en plus des coalitions toujours au pouvoir. Il est toujours possible pour les élus de se renvoyer la responsabilité, de dire oui, mais ça, c'était eux. Ça, c'est des concessions qu'on a dû faire parce qu'on était à cause de nos partenaires de coalition. Et donc, la responsabilité est un peu diluée ouais. et beaucoup plus difficile à identifier. Donc, ça, c'est une des grosses limites de notre système. Donc, à la fois, il permet de mieux représenter peut-être la diversité des idées avec ce système de représentation proportionnelle où différents groupes sont représentés. Mais en même temps, ces gouvernements de coalition, ça pose un gros problème pour l'identification de la responsabilité. Et personne ne paie aussi. Il n'y a jamais une boîte privée. Tu peux à un moment donné te retrouver à payer au civil et puis tu peux avoir la saisie de ta maison. C'est jamais le cas dans le politique. Alors, il y a une idée justement à propos de ça qui est intéressante, qui est peu connue en Belgique, c'est la révocation des élus. C'est un mécanisme qui permet aux citoyens de mettre fin au mandat d'un élu s'ils sont insatisfaits, si la personne soit a fait une grosse erreur ou a trahi une promesse. Et c'est un mécanisme qui est pratiqué dans certains États des États-Unis, dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Japon, même en Allemagne, dans certains Länder, donc au niveau régional. Et donc c'est un mécanisme qui existe et qui amène un peu plus de pouvoir de contrôle aux citoyens. Il faut faire quoi pour avoir ça? Donc en fait, on collecte un certain nombre. N'importe qui peut lancer l'initiative. Il faut collecter des signatures, c'est comme une pétition. Et puis si on atteint un nombre de signatures suffisant, selon les règles qui ont été déterminées, alors il y a une sorte de référendum qui est organisé. Et la question c'est, êtes-vous pour ou contre la révocation de telle personne? Et là, c'est la population qui s'exprime. Et c'est comme ça d'ailleurs que, alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple à utiliser, mais que Arnold Schwarzenegger est arrivé au pouvoir, c'est parce que son prédécesseur a été révoqué. Bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on révoque quelqu'un, c'est un ancien acteur qui se retrouve au pouvoir, mais c'est pour dire que c'est pratiqué même ouais, on pourrait avoir Ridremont à un moment donné à la commune d'Etterbeek. Est-ce qu'on pourrait révoquer Elio Di Rupo, par exemple? Ah non, mais pas de diffamation, s'il vous plaît. Non, mais c'est une question. Toi, quelqu'un qui est là depuis est-ce qu'on peut le paysage politique... Est-ce qu'on pourrait révoquer n'importe quel type de personne oui, on peut imaginer que ça soit au niveau communal, qu'on puisse révoquer ou la bourgmestre, par exemple. Ça doit être des personnes qui ont été élues, qui ont un mandat électoral. Mais on peut imaginer ça à différents niveaux de pouvoir. Oui. Oui, mais c'est juste, tu vois, quelqu'un qui est là depuis le paysage politique. Ce que tu voulais dire, c'est à un moment donné, le contexte, ce serait si vraiment à un moment donné, un homme ou une femme politique avait un projet un peu mégalo qui coûterait 8 fois le prix et dont on ne voit pas le bout après 10 ans, est-ce qu'on pourrait quand même se poser la question et se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réagir par rapport à ça? C'est ça que tu voulais dire? Oui, genre une gare ou... oui, voilà. un tunnel, un RER ou ce genre de choses, quoi, les travaux inachevés, c'est ça. Mais ça n'arrive jamais en Belgique. Non, mais ça, jamais. Et voilà, c'est une manière ce serait une manière d'augmenter un peu le pouvoir de la population, de contrôler ses élus, sans devoir attendre forcément la prochaine échéance électorale. Ça, c'est un outil intéressant auquel réfléchir. On parle d'outils. Il y avait un outil que j'avais trouvé assez séduisant, peu connu aussi, selon moi, la démocratie liquide. Je te laisse l'expliquer et te dire, me donner ton avis. Oui, donc si on parle bien de la même chose, c'est une idée d'une démocratie qui prendrait un peu le meilleur de la représentation et de la démocratie directe. L'idée, c'est qu'une démocratie directe pure, c'est pas concevable dans une démocratie de masse où il y a plusieurs millions de personnes, parce qu'on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que chacun s'exprime sur chaque projet de loi. Ça, ce serait une démocratie directe pure, mais déjà, il y a le nombre de lois qui passent, le nombre de sujets sur lesquels il faudrait légiférer est beaucoup trop important. Les gens n'ont pas que ça à faire non plus, n'ont pas forcément d'intérêt pour tous ces sujets, et donc c'est sans doute trop exigeant. Mais la démocratie liquide, c'est l'idée qu'on peut choisir en permanence de soit être représenté par des personnes qu'on choisit, soit voter soi-même. Et à chaque fois, pour chaque question, on a le choix, et on peut, de façon un peu liquide, évoluer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que je pourrais décider, par exemple, que les questions éducatives, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me sens assez compétent. Par exemple, je travaille dans le monde de l'enseignement. Donc, je me dis, sur ces questions-là,
j'ai une légitimité, donc je vote directement. Donc dès qu'il y a un projet de loi Pour un projet, dans ce ouais, c'est ça. domaine-là, eh ben je vote moi-même. Sur les autres sujets, je choisis de me faire représenter. Et on peut se faire représenter par différents types de personnes sur différents types de sujets. Par exemple, sur les questions qui sont en lien avec la santé, je choisis telle personne qui me paraît particulièrement compétente sur ces questions-là. Et qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que le modèle comme ça, théoriquement, il est extrêmement séduisant, mais assez difficile à mettre en place. Donc ça passe déjà par des outils informatiques parce que c'est tellement complexe, il y a tellement finalement d'actions, d'interventions possibles. Si à tout moment on peut passer du statut où on est représenté par quelqu'un au statut où on reprend son pouvoir et on vote soi-même, ça demande une sorte de plateforme Une digitale. application, ouais. Voilà, une application qui permet de manœuvrer tout ça. Ultra sécure. Voilà, et ça implique évidemment la sécurité. C'est le danger. La transparence, qui est derrière ça, qui définit le code, Bon, mais il y a... c'est une idée qui a été beaucoup portée par des partis pirates en particulier. Ils sont pas très connus en Belgique, mais en Allemagne ou en Scandinavie, il y a des partis... On les avait eu sur nos listes pendant certains mais moments. qui n'ont jamais fait des grands scores en Belgique, mais dans d'autres pays, les partis pirates ont fait des bons scores. Et eux avaient une vision, très technologique du renouveau démocratique. Généralement, beaucoup de codeurs, beaucoup de développeurs informatiques venaient de ce milieu-là. Hein. C'est ça. Donc les gens qui s'y connaissent un peu là-dedans voient dans la démocratie liquide quelque chose de faisable, d'intéressant. Pour les gens qui maîtrisent moins ces outils-là, ça peut paraître plus effrayant, un peu plus hasardeux. Mais il y a sans doute quelque chose à creuser. Moi, ce que j'envisage, c'est une forme très soft de démocratie liquide, où en fait, on continuerait à élire des représentants, mais où il y aurait quand même des possibilités de légiférer soi-même par le biais du RIC. Ce qu'on appelle le RIC en France, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et donc ça, c'est la même logique que la révocation que j'évoquais tout à l'heure. Des citoyens veulent porter un projet de loi, collecte de signatures. Si on atteint un nombre suffisant, on a un référendum. Et donc, en fait, si on a ce système-là, à côté de la représentation, on est dans une forme de démocratie liquide, dans le sens où on peut toujours se dire, voilà, il y a tel sujet qui n'est pas porté par les élus, par les partis, et ben moi, je vais essayer de le faire passer à côté, par cette voie parallèle qui est celle du référendum d'initiative citoyenne. Donc, on peut choisir par moment une forme de démocratie directe, tout en restant dans une logique représentative pour le reste. Tu parles du RIC, qui vient de la France. Forcément, ça me fait penser aux Gilets jaunes. Ouais. Et surtout, bon, évidemment, ton regard sur cette approche, sur ce mouvement qui s'est produit. J'ai l'impression qu'on va avoir des regains, des ressauts dans l'histoire. Mais aussi ce moment particulier où des représentants des Gilets jaunes avaient été choisis parmi leurs pairs, étaient allés échanger, débattre avec le gouvernement en place et avaient demandé de mettre une visio en disant on va être transparent et on n'a pas le pouvoir de décision. Et ça avait été refusé par le gouvernement en disant non, on veut faire ça à huis clos. J'avais trouvé très intéressant le fait de dire mais on veut être transparent et que ça a été refusé par le pouvoir en place. Ça m'avait quand même heurté. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, effectivement, le RIC était la revendication principale des Gilets jaunes. Et c'était presque la seule chose qui unifiait ce mouvement, pour le reste assez diversifié, assez hétérogène. Et en raison du fait qu'il n'y avait que ça un peu qui les unifiait et qu'il y avait tellement de visions politiques différentes et d'idéologies différentes derrière ce mouvement, il y avait une très forte hostilité à la représentation. Ils n'aimaient pas la logique d'être représentés par d'autres. Ils ne le pouvaient pas finalement. Et ils pouvaient difficilement s'entendre aussi sur qui pouvait adéquatement les représenter. Donc, la plupart refusaient toute forme de représentation et donc refusaient même de présenter des listes Gilets jaunes aux élections. C'était assez cohérent avec leur vision. C'était impensable. Certains l'ont quand même fait puisqu'ils se sont dit comment est-ce qu'on fait aboutir un mouvement populaire comme ça si on passe pas par les élections? Dans le système dont on dispose, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, certains ont quand même essayé et alors ont essayé d'un peu d'innover avec une forme de représentation qu'on appelle le mandat impératif. C'est une forme assez ancienne où l'élu, le représentant, le délégué du mouvement, ne peut rien décider seul, mais peut seulement décider de ce qui a été décidé par la base et doit toujours consulter la base avant de prendre des décisions. D'où l'idée de cette transparence et de ce lien continu entre l'élu et les personnes qui représentent. Mais ça, c'est interdit dans nos systèmes. En partie pour des bonnes et des mauvaises raisons.
la bonne raison pour laquelle c'est interdit, c'est que si ça fonctionnait entièrement comme ça, si les élus avaient toujours les mains liées, ils ne pourraient pas du tout négocier, délibérer, changer de position. Les positions seraient vraiment déterminées et ce serait très difficile de construire finalement des décisions entre partis qui ont des positions opposées. Dans le système belge, par exemple, c'est assez inconcevable. Le compromis fait partie du modèle politique belge. Donc, on est obligé de faire des concessions par moment. On a parlé des nouveaux outils, des nouvelles propositions comme la démocratie liquide. On a parlé du RIC. J'aimerais bien qu'on aborde plutôt justement ces anciens modèles d'utopie, en particulier le modèle anarchiste, avec l'idée de cette pyramide inversée, ou pour eux la juste pyramide, qui est le pouvoir de la commune. Et donc, les communes sont souveraines, élisent des représentants pour, par exemple, les provinces, des provinces au fédéral. Tu vois, le modèle inversé que le fédéral délègue une forme de pouvoir à ses régions à ses provinces, et ses provinces à ses communes. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est un modèle vraiment intéressant dans la manière dont il essaye d'éviter cette coupure entre un monde des décideurs, des décideuses et la base. Et donc, garder vraiment une sorte de chaîne de délégation et de continuité entre la base et les personnes qui prennent les décisions, c'est séduisant. Est-ce que c'est pas un peu le modèle suisse finalement, parce que c'est une confédération, Ouais. ce sont le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir central. Chaque canton délègue une forme de pouvoir pour se fédérer. Mais ce problème, ce modèle, il a des limites parce qu'il y a des décisions qui demandent une centralisation forte. Et même, il y a des décisions qui devraient être prises même au-delà de l'échelle du fédéral en Belgique, qui devraient être prises au niveau européen, au niveau mondial. Les grandes questions de l'époque, le changement climatique, les questions migratoires, tout ça demande des actions, même les politiques fiscales, ça demande des actions concertées entre les États. Dans une économie mondialisée, par exemple, un État ne peut pas gérer sa fiscalité tout seul parce que... Mais une délégation n'est pas impossible, c'est Alors, juste qu'elle a ouais. le pouvoir de révoquer. Oui, c'est ça. Alors, on peut imaginer, en tout cas, construire des décisions à ces niveaux plus hauts, mais avec une forme de pouvoir de contrôle des régions ou des entités fédérées. Mais le problème, c'est que plus on augmente un peu le pouvoir de veto d'acteurs qui se situent en bas de la pyramide, plus il va être difficile de prendre des décisions quand on est au-dessus de la pyramide. Ouais, c'est ça. Et donc, ça empêche finalement d'avancer. Et il y a des sujets sur lesquels il faudrait avancer. Je pense au climat, à l'environnement. On a besoin de prise de décision. On a besoin de contraindre certains acteurs à arrêter de polluer, certains États à respecter leurs Mais ça ne peut pas être engagements. directement dans notre constitution, la protection du climat avec certaines règles. Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait dépasser les clivages politiques ? Idéalement, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a différentes visions. Donc, même là où on s'entend sur le constat du changement climatique, il y a des différentes visions des meilleures politiques à mener pour faire face à ça, pour mener la transition écologique. Et donc, à partir du moment où il y a ces divergences de visions qui sont très fortes, voilà, les clivages politiques réapparaissent. Dans un sens, c'est un peu inévitable, mais il faudrait trouver quand même un moyen d'avancer malgré ça. Si tu avais une baguette magique alors, quelle proposition t'avancerais ? Si vraiment j'avais une baguette magique, il faudrait imaginer une structure fédérale mondiale qui permette la prise de décision au niveau le plus haut possible quand c'est nécessaire. Mais la logique fédérale, c'est que quand c'est pas nécessaire, on laisse les entités fédérées, on laisse les niveaux de pouvoir plus bas prendre les décisions. Si on avait une belle structure pyramidale démocratique, avec un contrôle à chaque fois des échelons... Un arbitrage mondial. Oui, mais démocratique. Ça me paraîtrait idéal, en tout cas pour certains problèmes comme les questions climatiques. On est encore loin de ça. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est bien de l'imaginer. On va être obligé de transférer des compétences à des échelons supérieurs parce que... Est-ce qu'il ne faut pas trouver un ennemi extérieur ? Tu vois, la question, c'est si on avait un extraterrestre à un moment donné, inconnu, est-ce qu'il faut pas l'homme n'a-t-il pas besoin toujours de cet élément externe, de cette menace pour pouvoir se retrouver ? Mais je ne suis pas sûr que ce soit une fatalité, mais par contre, c'est vrai que dans l'histoire, si on prend un point de vue un peu biologique, évolutionniste, on remarque que souvent, les groupes et la solidarité de groupe se construit dans l'opposition à un autre groupe. Et l'adversité, oui. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. Il y a plein de traits qu'on a hérités de notre évolution biologique qu'on parvient à dépasser. Et donc, je ne suis pas persuadé que ce soit une nécessité d'avoir comme ça cet adversaire. Oui, l'adversaire, on peut se dire, l'adversaire, c'est le changement climatique, par exemple.
On fait front pour essayer de préserver Oui. tout ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les ressources de cette planète. Mais donc, il faut beaucoup d'éducation, mais alors, tu confrontes deux modèles, tu confrontes la nécessité par rapport à cette écologie, qui est notre survie, hein, pas la survie de la planète, mais la survie de l'humanité, Ouais. face à un modèle qui, pour certains, n'est même pas un modèle, est une règle. Alors, ils oublient qu'on a pu fonctionner sans, c'est le capital. Ce besoin de cumuler, d'accumuler, et maintenant de spéculer sur le capital. Ouais. Quel est ton regard sur cette confrontation des modèles? Il y a une tension énorme entre cette logique d'accumulation des profits sans limite, qui est la logique du capital. Elle ne connaît pas de limite, en fait. L'idée, c'est toujours plus, c'est essayer de maximiser les profits. Et donc, maximiser les profits, c'est chercher toujours des nouvelles sources de profit, de rentabilité. C'est exploiter la nature au maximum pour augmenter les profits. C'est ça qui nous a mené droit dans le mur. Et donc, il faut essayer de se sortir de là. Mais alors, c'est pas évident parce que ça fait plusieurs siècles que cette mentalité, elle est vraiment tellement présente au sein de la société que c'est même devenu assez légitime. C'est dogmatique, hein? C'est dogmatique et même au niveau individuel, beaucoup de gens sont encore dans cette logique un peu de maximiser les bénéfices. Tout ce que je peux obtenir, j'essaie de l'obtenir. Tu penses quoi de la décroissance? Je pense que ça va être une fatalité déjà, et donc on ferait mieux de s'y préparer en repensant nos modes de vie, en se demandant si vraiment toutes les améliorations, par exemple technologiques, sont toutes bénéfiques ou nécessaires, s'il n'y a pas moyen de vivre des vies de meilleure qualité sans toujours accroître la quantité de biens dont on dispose ou sans toujours accroître la performance. Avec la mutualisation de certains matériaux, avec la mutualisation de certains biens. Voilà, par exemple. Les véhicules. Oui. Donc, repenser les communs, donc toutes ces ressources qui peuvent être partagées plutôt que possédées individuellement. Il y a des choses que des gens possèdent individuellement, mais qui pourraient très bien partager. On aurait besoin de moins de choses. Mais pour y arriver, nos politiques ont besoin des citoyens et d'échanges et de débats, parce que seuls, ils ne pourront jamais faire passer ce genre de modèle, même s'ils en avaient l'idée. C'est le sentiment que j'en ai. Ils ont besoin du soutien, en tout cas, de la population. Donc, il faut aussi des changements. Ça ne pourrait pas être seulement imposé simplement par le haut, ces changements. Il faut une évolution culturelle, éducative, qui, à mon avis, est déjà un peu en cours via le monde éducatif. Mais c'est justement ma question, parce que ici on parle qu'il faut ces changements, mais on fait tous partie de ce système. Donc est-ce qu'on n'a pas justement besoin de quelqu'un qui dit la démocratie pour ça ne marche pas, c'est comme ça et c'est pas autrement, maintenant on va là-bas. Et tant pis, on y va. Mais alors c'est plus une démocratie. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça, de quelqu'un qui à un moment dise maintenant les gars, on arrête. On va se diviser évidemment, hein, tu sens tout de suite. Oui. Non, je pense qu'on a besoin de coercition, c'est-à-dire de pouvoir imposer des mesures fortes. Par exemple, il n'y a pas de droit à polluer qui soit un droit naturel. Non, il faut imposer des limites à la capacité de pollution des entreprises et des personnes. Moi, j'ai aucun problème contre ça. Mais la décision de contraindre, elle doit être prise par des personnes qui ont la légitimité de prendre cette décision et qui sont elles-mêmes soumises à un contrôle démocratique. Et est-ce qu'on n'a pas à la fois besoin de retour à la parole, de retour à l'exercice du débat? Ouais. Je prends même l'exemple contre-productif parce qu'il a servi le capital, qui était les slices of bacon. C'était donc cette crise du porc où il fallait absolument faire cuisiner. Tu étais au courant, hein, donc de faire cuisiner. Donc c'était l'idée de faire cuisiner le porc aux femmes au foyer américaines, et donc leur dire il le fallait, ça ne marchait pas, mais des réunions de femmes en leur demandant mais tiens, comment vous feriez-vous, et les laisser entre elles discuter sur tiens mais comment moi je cuisinerais le bacon, à créer le petit déjeuner américain qu'on connaît maintenant. Et donc de se dire mais est-ce qu'on a, et les gilets jaunes ont fait cette discussion, est-ce que nos politiques doivent pas revivre l'exercice du débat, de l'échange populaire, mais un vrai échange populaire où on investit l'agora? Si, probablement. J'en suis assez persuadé, parce que donc il ne s'agit pas juste de prendre des mesures fortes. Ces mesures fortes, elles doivent être le fruit de délibérations les plus inclusives possibles. Il faut que tout le monde puisse exprimer ses besoins, ses préoccupations, en particulier les classes populaires qui sont plus éloignées de la politique, qui doivent pouvoir exprimer aussi leurs besoins. Si on veut éviter, c'est un peu ce conflit dont on a parlé en France entre
ceux qui se préoccupent que de la fin du monde et ceux qui se préoccupent de la fin du mois. On a besoin de ces espaces de délibération inclusive dans lesquels les représentants politiques seraient immergés. Alors, qu'est-ce qui est possible? Il y a par exemple quelque chose qui a été expérimenté aux États-Unis. On voit toujours les États-Unis comme un peu cet espace très conservateur et très autoritaire, et c'est vrai, mais à un niveau plus local, il y a des choses intéressantes qui s'expérimentent. Et notamment, ça s'appelle en anglais, c'est town hall meetings, des réunions comme dans si vous voulez, le town hall, c'est quoi? C'est le hall d'entrée de la maison communale, par exemple. Donc avant, les élus pouvaient rencontrer leurs électeurs dans cet espace-là. Et maintenant, on a imaginé une forme de rencontre en ligne. Alors, c'est pas génial, mais c'est intéressant quand même, où les élus, une fois par semaine, sont mis en présence d'un échantillon diversifié de leurs électeurs ou des gens de leur circonscription, de leur État, de leur région, pour une discussion. Et à chaque fois, on change les personnes qui sont incluses dans cette délibération avec l'élu local. Les Vikings. C'est intéressant. Les Vikings faisaient ça beaucoup. Qui? Ok. Les Vikings. Oui, ah ben voilà, les Vikings. Donc il faut retourner vers un peu d'autres manières de pratiquer la démocratie qui ont été pratiquées à d'autres époques et ouvrir l'imagination aussi à plein d'autres alternatives qui existent. On arrive maintenant à une nouvelle séquence qu'on vient d'installer, c'est les 3 questions de ChatGPT. Ah. Donc ChatGPT est au courant maintenant de ta venue. On a expliqué un peu ce qu'on allait aborder et on lui a demandé. Ils nous observent, ils savent tout. On a demandé quelles sont les 3 questions que ChatGPT aimerait te poser. Je te pose la première. Comment la technologie, notamment les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, transforment-elles les pratiques démocratiques? Ces outils renforcent-ils ou séparent-ils la qualité de notre démocratie? Je ne suis pas surpris que ChatGPT s'intéresse à cette question. Moi, j'aime la cuisine aussi, mais ça, ils n'ont pas. C'est pas mon domaine de spécialisation. Je veux dire, je vais pas. Bon, je vous préviens que ma réponse ne va pas être spécialement intéressante, mais il y a clairement un côté ambivalent de ces outils. À la fois, vraiment, les gains de potentiel de communication sont incroyables. On peut vraiment unir des forces avec des gens qui habitent beaucoup plus loin, qui partagent nos intérêts, mais qu'on n'aurait jamais croisés au quotidien. La possibilité de construire des mouvements politiques comme ça avec des gens qu'on n'aurait pas eu la chance de rencontrer. Il y a une capacité de mobiliser des gens autour d'un projet qui est génial, en fait. Mais est-ce que tu penses, tu sais, pour revenir un peu à l'approche dataïste, que il y a certaines questions comme le rapport et c'est des questions éthiques qui vont toucher nos religions, notre culture, comme le rapport aux natalités, tu vois, où certains vont dire mais ça va s'autoréguler, etc. Comme le rapport aussi justement à qu'est-ce qu'on peut ou pas faire par rapport à l'impact écologique. Il y a des gens qui disent mais l'IA, elle, avec l'algorithme, pourrait arbitrer parce qu'elle serait neutre. Encore reste à voir qui code. Mais qu'est-ce que tu penses de ces gens qui ont cette forme de croyance, qui veulent déléguer le post-humanisme en fait, hein, qui disent l'humanité a repris le pouvoir de Dieu et maintenant on rend à l'IA le pouvoir de l'humain qui peut pas s'autogérer sur certaines questions. Non, mais voilà, moi c'est par rapport à justement cet aspect-là que je suis beaucoup plus sceptique et très très prudent. Ça me paraît plutôt une régression de la démocratie, d'autant plus quand c'est des groupes privés qui sont derrière que. Si on était dans des codes open source, etc., ce serait déjà un peu différent. Mais par exemple, Wikipédia, c'est génial dans un sens parce qu'il y a ce côté open source et chacun peut contribuer. Mais confier des décisions à une IA gérée par des acteurs privés, c'est vraiment une régression de la démocratie. Mais par contre, il y a des aspects de renforcement de la démocratie quand je vois les gains... Par exemple, ce qui m'impacte le plus avec ChatGPT, c'est les traductions aussi. C'est incroyable comme ça va donner accès à l'expression dans d'autres langues à la grande majorité de la population. Et ça va réduire des effets de fracture entre élites et groupes moins éduqués. Ça va permettre plein de choses, mais confier des décisions, là, ça me paraît complètement fou et dangereux. Alors, la deuxième question de ChatGPT... Le rôle de l'éducation dans la démocratie. Quelle est l'importance de l'éducation civique dans le renforcement de la démocratie? Comment les systèmes éducatifs actuels préparent-ils les citoyens à participer de manière éclairée et active dans la démocratie? Donc en gros, je le revois aussi par
quel est ton regard sur nos systèmes éducatifs vis-à-vis de notre rôle de citoyen? Mais je trouve qu'ils jouent un rôle trop modeste, en fait, par rapport à ça, que le système scolaire pourrait faire beaucoup plus pour préparer les citoyens à la vie démocratique. Alors, il y a des écoles où ça se fait, ça dépend un peu des initiatives spontanées de certains enseignants ou enseignantes, mais de manière générale, je pense qu'il y a une approche beaucoup trop modeste. Moi, personnellement, quand je suis sorti du secondaire à 18 ans, j'étais pas du tout équipé pour me repérer simplement dans la diversité des idéologies politiques, qui défend quoi, pour quelles raisons, comment me situer par rapport à des débats de politique publique qui me paraissaient beaucoup trop techniques. Et donc, je pense qu'on peut faire beaucoup plus en termes d'éducation à la citoyenneté, d'éducation aux politiques. Et la raison pour laquelle, généralement, les gens sont réticents, c'est parce qu'on a peur d'une forme de politisation de l'école ou avec des enseignants qui essaieraient de convertir les élèves à leurs opinions politiques. Mais c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, ce serait d'introduire les élèves à l'histoire des idées politiques pour essayer de comprendre pour quelles raisons différents partis s'affrontent, quelles sont les sources de ces différences idéologiques, et puis qui défend quoi, et quelle forme démocratique autre que celle qu'on connaît existe. Parce que si l'éducation à la citoyenneté, c'est juste expliquer comment fonctionne le système institutionnel belge, là, on va perdre beaucoup de monde. Mais est-ce que justement revoir ce système éducatif et rééduquer les gens, est-ce que c'est pas donner le bâton pour se faire battre et du coup, ça devient très paradoxal par rapport à une politique qui ne veut pas changer. Mais qui va se faire battre? Ah oui, oui, dans ce sens-là. Les élites. Les autres. Oui, bon, alors... Je pense que les élus ont aussi à gagner dans un sens à faire face à une population mieux informée, avec laquelle la discussion est possible. Enfin, évidemment, il y en a qui sont pas dans cette perspective-là. Hein. Il y a des attitudes élitistes qui préfèrent garder leurs privilèges et donc garder finalement la population à distance. Hein. C'est sûr que ça existe. Mais je pense quand même qu'il est possible d'avancer sur ces questions-là. Il y a des petites choses qui se font. En Belgique, il y a eu ce nouveau cours de philosophie et citoyenneté qui a été introduit, qui est un pas dans la bonne direction, même si c'est encore très modeste. C'est 1 heure par semaine. C'est pas extrêmement politique comme contenu, mais c'est un pas dans la bonne direction. Pierre-Étienne, est-ce que tu veux boire un coup? Oui. Parce qu'on t'assaille de questions. Je me suis déjà permis. Ça va alors. Parce qu'on est à l'aise, donc on te réinvitera aussi. Hein, on a encore plein de questions. Sa troisième question. Les mouvements sociaux et la démocratie, dans quelle mesure les mouvements sociaux récents tels que la marche pour le climat, les mouvements de protestation contre l'injustice raciale reflètent les forces et faiblesses de notre démocratie actuelle? Parce que finalement, des grosses marches et ne pas être représentés ou ne pas avoir assez d'impact par rapport à leur marche. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas la meilleure question que ChatGPT ait créée. Reflète les forces et les faiblesses. Je sais pas dans quelle mesure je comprends la question, mais en tout cas, les mouvements sociaux, on en a besoin parce que la démocratie ne se réduit pas aux élections. Donc même dans le système prédominant, le système qu'on a, il y a quand même de la place pour toutes sortes d'initiatives en dehors des moments électoraux, pour peser sur la prise de décision. Donc on a les agriculteurs besoin des mouvements sociaux. Ben, les agriculteurs, c'est tout à fait légitime et sain qu'ils fassent entendre leur voix. Ça permet de réaliser, par exemple, moi j'ai appris que un agriculteur sur 3 ou sur 4 vit avec moins de 1 000 € par mois. C'est grâce à cette mobilisation que cette information m'est parvenue et que je réalise un peu la violence de leur situation. Alors ce qui interpelle parfois, c'est que certaines formes de protestation sont mieux accueillies que d'autres, sont mieux traitées, mais de toute façon, c'est sain que différents groupes qui se sentent désavantagés, qui se sentent pas entendus, puissent l'exprimer. C'est absolument nécessaire. Il y a par rapport à l'expression, tu vois, on parlait de démocratie, et là tout à l'heure tu parlais de dictature, la différence entre les deux. J'avais lu une statistique parce que l'Angleterre, qui est quand même une démocratie, a enfermé plus de journalistes que l'Arabie Saoudite. Ah oui? Oui. Et donc sur 1 an en Angleterre, il y a plus de journalistes qui se sont retrouvés devant la justice pour avoir dit des choses, pour avoir mis en lumière des choses. C'est quoi ta source? C'est le New York Times. Okay. Que l'Arabie Saoudite sur la même année. Oui, donc ça c'est interpellant. Donc t'imagines pas enfermés mais traînés en justice. Traînés en justice, oui, non, c'est pas la même logique, mais c'est dans la logique. Bien sûr. Tu penses quoi, Julian Assange par exemple, la protection des informations d'État versus la liberté de la presse?
Non, moi, je pense que c'est très important de protéger les lanceurs d'alerte parce que en fait, c'est sain d'avoir des moyens pour certains de tirer la sonnette d'alarme, de dire là, il se passe quelque chose, la population doit le savoir. Et donc, pour moi, limiter parfois tout ce qui est secret d'État. Je sais qu'il y a des bonnes raisons de tenir certaines informations secrètes, il y a des raisons de sécurité pour lesquelles ça peut être légitime, mais il faut un mécanisme qui permet dans certains cas de tirer la... Et une libération aussi des infos après certaines années. Oui, aussi, exactement, pour la transparence. Ça reste la transparence des informations. L'accès aux informations reste absolument déterminante en démocratie. On va faire quelques questions en bref maintenant. Ouais. Ton regard sur les élections fédérales où on ne peut voter que pour quelqu'un de sa région? Oui, c'est un peu absurde. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait dépasser. Moi, je suis assez favorable à l'idée d'une circonscription fédérale, qu'on puisse voter pour n'importe quel représentant belge. Ouais. Qu'est-ce qui empêche? Des intérêts électoraux. Il y a certains partis qui pressentent que ce ne serait pas avantageux pour eux. Ok. Et est-ce qu'on peut à un moment donné avoir une politique, une vision fédérale lorsqu'on sait que nos électeurs ne seront qu'une partie linguistique de notre pays? Non, ça empêche justement d'avoir cette vision plus large, de proposer un projet pour l'ensemble de la population, d'aller à la rencontre aussi de la population des autres régions. Donc c'est dommage, c'est vraiment une restriction de la démocratie en fait. 2024, la moitié des électeurs, donc des personnes qui sont en droit de voter dans ce monde, va aller aux urnes. Quels effets tu penses que ça va avoir, ton regard là-dessus? En même temps, sur une année? Bah oui, c'est bien sûr un grand moment, mais en même temps on sait que les choses ne changent pas radicalement du jour au lendemain avec les élections. Je crois que ce qui explique en partie le fait que les gens se motivent plus pour les élections, c'est que on voit rarement des changements spectaculaires arriver à la suite d'élections, mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien et qu'il ne se passe rien. Donc il y a quand même à chaque fois un enjeu, en tout cas pour certaines populations, comme je disais tout à l'heure, les résultats d'élections peuvent être déterminants. Ton regard aussi, et reprends-moi hein, si je me trompe, mais je pense que les parlementaires européens, eux, ne sont pas élus. Ils sont choisis parmi leurs pairs. Non, il y a quand même des élections européennes. On envoie des représentants au Parlement européen. On envoie des représentants, mais qui alors n'est pas élu dans la Commission européenne? La Commission européenne, ouais. Pardon, merci. Oui, la Commission européenne, c'est une forme d'institution technocratique, donc c'est des experts au pouvoir au sein d'un système qui prétend être démocratique. Mais ton regard là-dessus? Il faudrait démocratiser l'Europe en réduisant par exemple le rôle de la Commission à une sorte de pouvoir consultatif, mais là, elle a beaucoup plus de pouvoir que ça. À mon avis, il faut renforcer le pouvoir du Parlement, justement, parce que c'est là qu'il y a un lien entre les représentants et les électeurs. Et comment se constitue la Commission européenne, alors? Alors, je sais plus exactement je ne sais pas exactement comment sont nommées les différentes parties prenantes, mais je sais que il y avait des discussions pour que le résultat des élections parlementaires européennes soit déterminant pour savoir qui va être le président de la Commission. Mais le président de la Commission est nommé pour le moment et n'est pas élu. Et puis surtout, tous les... Si tu veux une aide technique... Oui, non, je vais juste réattacher ça. Voilà. En fait, la plupart des personnes au sein de la Commission qui ont des positions de pouvoir sont simplement soit nommées par leur pairs, soit recrutées sur base de concours, mais il n'y a pas du tout de délégation démocratique. Et donc pour l'Europe, juste pour rappeler aussi, donc on a le Parlement européen, on a la Commission européenne, et alors il y a un truc, si tu sais m'expliquer la différence, parce qu'on a le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. Oui, ça c'est... et quand je leur demande à eux, même eux, ils savent pas m'expliquer. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est difficile de s'y retrouver, effectivement, parce que les deux termes sont hyper proches, et donc je sais jamais lequel est qui, mais donc il y en a un des deux, c'est le Conseil des chefs d'État européens. Et ça, je pense que c'est le Conseil européen. Le Conseil de l'Europe, c'est un ensemble de pays plus large que l'Union européenne et qui joue d'autres missions, mais donc voilà. On a quand même une belle lasagne. C'est pas évident de s'y retrouver, ouais. Ton regard sur Il y avait un dicton qui disait la Belgique par rapport à la Belgique. Si on t'explique la Belgique et que t'as compris, c'est qu'on te l'a pas bien expliqué. Mais je pense que l'Europe, c'est pareil, en fait. Sur nos institutions, la question des provinces, t'en penses quoi? C'est utile, t'as pas d'avis? J'ai pas d'avis là-dessus parce que je me rends pas bien compte du rôle qu'elle joue. Il y a certainement des éléments de simplification qui pourraient être amenés, mais peut-être que quelque chose m'échappe. Aux provinces, aux régions, aux communautés, à voir, quoi.
OK. Euh, Géopolitique globale, le rapport de l'Europe coincé entre Chine d'une part, avec ses grandes déclarations sur 2049, première puissance, Taïwan, tu vois, à gros risque avec les États-Unis qui les couvrent, la Russie, on voit ce qu'on est en train de faire, les fausses promesses aussi par rapport à Gorbatchev vis-à-vis de l'OTAN. La France qui ne voulait pas de l'OTAN et qui maintenant la Finlande, la France, tout le monde a signé pour l'OTAN, on est parti. Ton regard là-dessus. Est-ce que l'Europe a un vrai pouvoir international? Bon, elle a un pouvoir d'influence, hein, mais est-ce que c'est un vrai pouvoir? Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que par rapport à des gros acteurs émergents comme la Chine, par rapport à la puissance militaire et financière des États-Unis, l'Europe est un peu limitée. Mais bon, elle joue un rôle important aussi dans la promotion, même si c'est un peu une idéologie, hein, mais dans la promotion des droits humains, de la démocratie. Je pense que l'Europe joue sincèrement un rôle important. Mais Rien que de par son histoire. oui, oui, c'est sûr. OK. Et pour conclure, et on passe par toi pour conclure vraiment sur ce tour. Et déjà, merci pour toutes ces réponses, hein. On passerait des heures, mais on doit limiter. Ton, ton regard sur les 5 années à venir sur notre démocratie chez nous? Sur les 5 années à venir, je pense pas qu'on va avoir 5, des 10. changements spectaculaires, ou peut-être pas dans les 10 ans, mais il y a des évolutions en cours qui sont intéressantes au niveau de l'expérimentation démocratique en particulier. Je trouve que c'est chouette de voir que la Belgique est finalement un pays assez pionnier en termes d'expérimentation démocratique, avec ce qui s'est fait en Belgique germanophone, c'est les commissions délibératives dans les parlements régionaux. Alors le problème, c'est qu'au niveau fédéral, il se passe pas encore grand-chose parce que côté flamand, il y a beaucoup moins d'enthousiasme pour la participation citoyenne. Mais je trouve qu'en tout cas, à ce niveau-là, au niveau des régions, c'est assez enthousiasmant et je pense que c'est une dynamique en cours, donc j'aimerais bien voir le résultat. Je me demande si on connaîtra la transformation, par exemple, du Sénat en un Sénat citoyen. Ce serait quelque chose de tout à fait intéressant. Moi, j'ai une dernière question. Alors, un peu bête, mais à quel point les coulisses en politique ont de l'importance? Ah oui, je pense qu'elles sont super importantes, mais comme c'est quelque chose que moi, j'ai pas du tout étudié ni fréquenté, j'ai jamais été invité dans les coulisses, euh, je mesure pas à quel point c'est important, mais de ce que j'entends d'un peu mes collègues politologues, c'est très important. On en vient plutôt sur toi maintenant. Quel est le déclencheur dans ta vie qui t'a dit à un moment donné, je veux étudier ce rapport à la démocratie? Quel est ce besoin? Parce qu'il y a une forme de réparation dans ta démarche. De réparation, je sais pas, mais moi, il y a eu une personne qui a été très influente, c'est un prof que j'ai eu. Donc moi, j'ai d'abord fait des études de littérature. Je connaissais pas trop la philosophie, j'en avais pas fait en secondaire, donc je savais pas ce que c'était. Puis j'ai eu des cours de philo, ça m'a un peu intrigué. Et puis j'ai eu un prof, Philippe Van Parijs, qui est un intellectuel belge assez connu, assez médiatique, qui m'a introduit à toutes les réflexions sur la justice sociale, les théories de la justice. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et bon, j'ai commencé à écrire des travaux, un mémoire sur ces questions-là, et je me suis plus arrêté en fait. Et puis j'ai vu que j'étais bon là-dedans, alors que j'étais pas spécialement bon élève à l'origine. Et donc, ça a continué. Je suis devenu chercheur un peu sans m'y attendre parce que ça me passionnait, parce que j'arrivais à répondre aux attentes. Et la question donc de départ fondamentale, c'était qu'est-ce qu'une société juste et comment rendre notre société plus juste. Et la question de la démocratie, elle est arrivée un peu comme ça, comme moyen de rendre la société plus juste. Je ne voyais pas d'autres pistes possibles qu'un approfondissement de la démocratie pour que l'ensemble des revendications sociales puissent être exprimées, puissent être entendues et qu'on parvienne à transformer collectivement notre société. Ton top 3 des plus grosses injustices pour toi, ce que tu trouves fondamentalement injuste. Alors, je sais en tout cas qu'il y en a deux qui m'ont toujours beaucoup touché et qui peuvent me crisper dans des discussions. C'est le regard porté sur les chômeurs. Je trouve que là, il y a une forte injustice dans les discours qu'on entend, la stigmatisation des chômeurs qui ne chercheraient pas de boulot, qui seraient paresseux, etc. Là, je trouve que, euh, sachant que beaucoup souffrent énormément de cette situation, voudraient pouvoir apporter leur contribution à la société, mais simplement Le fond, n'ont souvent. pas les mêmes alors le fond, mais Autrement. ou n'ont pas les mêmes opportunités simplement que les autres pour apporter leur contribution, n'ont accès par exemple qu'à des jobs mal payés, dégradants, etc. Voilà, je trouve que là, il y a une injustice très forte qui leur est faite quand on les accuse de paresse. Et le sort
le sort des minorités ethniques ou des candidats à l'immigration qui font face à la xénophobie. Ça m'a toujours aussi beaucoup touché. Et ça fait deux. Une troisième injustice, les inégalités de revenus entre les super riches et en fait la plupart des gens. Je trouve on banalise beaucoup trop les inégalités, notamment avec ces idéologies qui font croire aux gens que si ces personnes sont super riches, c'est qu'elles ont simplement travaillé plus dur, alors que c'est pas comme ça qu'on s'enrichit et qu'il y a des gens qui travaillent très dur pour des salaires de misère. Mais c'est vrai que dans les très très riches, c'est rare qu'il y en ait un qui soit parti de zéro. Il faut... Il faut une base. Hein. Et puis, ne serait-ce que, même si c'est un talent en particulier qui a amené une personne à développer une application géniale ou... ce talent, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est de l'ordre du mérite ou c'est quelque chose dont on a hérité Moi, je pense que les gens ne sont pas responsables des compétences dont ils ont génétiquement, socialement hérité. Et la tranquillité de ses études, parfois, la tranquillité de pouvoir Voilà, développer une idée. le milieu adéquat qui fait qu'on va pouvoir développer nos idées, les petites ressources familiales qui font qu'on peut lancer son business. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah non, mais voilà, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, c'est fait exprès. Mais donc, en fait, il y a des inégalités de chance incroyables. Et on est dans des sociétés qui récompensent la chance et qui sanctionnent la malchance. Et ça, je trouve ça invraisemblable. Ton bouquin, Démocratie et justice sociale, édition Vrin, c'est ça? Ouais. Je le dis bien? Okay. L'Esprit des lois, c'est édition française. Ouais. Encore disponible? Oui, j'espère qu'il n'est pas encore épuisé. Ce n'est pas non plus le best-seller. C'est un livre qui a un côté quand même un peu académique, où je suis obligé, comme jeune chercheur, de essayer d'être reconnu dans la communauté de mes pairs, donc des autres chercheurs, en tenant un propos un peu soutenu. Mais j'ai essayé vraiment de retravailler le texte en le rendant le plus accessible possible aussi, donc en essayant à la fois de parler à des académiques et au grand public un peu cultivé qui s'intéresse à ces questions-là. Donc je pense qu'il est quand même relativement accessible, en tout cas c'est ce que j'espère. On y mettra le lien. Ouais. Tu participes également à des ateliers populaires, parce qu'on sent vraiment chez toi cet attachement à cette justice sociale. Donc, oui, atelier populaire, forcément, c'est une question. J'essaye du coup de ne pas être ce chercheur complètement détaché, enfermé dans sa tour d'ivoire, et donc d'accepter un maximum d'invitations à venir discuter avec des gens qui s'intéressent à ces questions. J'ai participé à des activités avec des écoles aussi. Il y a une initiative qui s'appelle Jeunes et Politique, qui est très chouette, qui fait débattre des jeunes de Réto sur des questions politiques, après avoir été informés par des experts. C'est super chouette. Donc j'essaie de faire ces choses-là, ouais. Un mouvement que tu aimerais bien mettre en avant, en disant je trouve que ce mouvement, cette association, ce groupe fait des choses particulièrement remarquables que tu aurais pu rencontrer? C'est difficile d'en choisir un en particulier, je trouve. Ou des, hein, vas-y. Non, mais moi, je suis très impressionné par l'énergie militante de certaines personnes qui se battent au quotidien. Je pense au collectif de solidarité avec les personnes sans emploi. Je pense aux personnes de la plateforme citoyenne qui aident les candidats à l'immigration dans leur parcours d'intégration et de reconnaissance. Voilà, je pense à tous ces gens qui, parfois à côté d'un boulot à temps plein, sont dans des activités militantes d'aide aux autres personnes au quotidien, quoi. Et ton regard sur les activités militantes qui parfois sont à la limite de la loi, Sea Shepherd, Greenpeace, dont les actions, coup de poing, sont parfois illégales, mais éthiquement justifiées? Oui, je pense qu'il ne faut pas être trop légaliste, il ne faut pas simplement obéir à la loi parce que c'est la loi. C'est très sain dans une démocratie d'avoir une certaine attitude de distance par rapport à la loi et que les citoyens parfois se permettent de désobéir quand ça leur semble éthiquement justifié, quand ils ont l'impression qu'il y a une sorte de dysfonctionnement démocratique, que certaines voix ne sont pas entendues. Ça me paraît tout à fait légitime et sain. Parce que la loi, ça évolue. Des lois peuvent être profondément injustes. On en a connu suffisamment dans le passé des expériences de désobéissance civile qui ont mis en évidence des grandes injustices et qui ont amené un progrès démocratique et un progrès vers la justice. 3 autres bouquins qui, toi, t'ont profondément inspiré, que tu pourrais conseiller à nos auditeurs? Oui. Alors, sur les questions dont on a le plus parlé, les questions démocratiques, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, c'est de Bernard Manin, c'est Les principes du gouvernement représentatif. Et c'est un livre qui explique vraiment les fondements des institutions politiques qui existent aujourd'hui
et qui les compare à Athènes, justement. Tout un chapitre sur la démocratie à Athènes. C'est passionnant de voir le contraste entre les deux, comment on a évolué d'un modèle à l'autre et comment est en train d'évoluer la démocratie. Ça, c'est tout à fait éclairant. Sur les questions de justice, je parlais de Philippe Van Parijs. Il a un livre qui n'est pas spécialement le plus connu, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une société juste ?» et qui, pour moi, a été vraiment une introduction à tous ces débats, les différentes théories sur qu'est-ce qu'est une société juste, quelles inégalités sont injustes, est-ce qu'il y a des inégalités qui sont justifiées, d'autres pas, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très stimulant. Et alors, un troisième que je suis en train de lire pour le moment, ça, c'est un objet plus curieux, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Derek Parfit et qui a écrit un livre qui n'a pas encore été traduit en français. Il est sur le point de l'être. Ça s'appelle Reasons and Persons, raisons et personnes. Et c'est un livre de philosophie morale qui réfléchit à ce qu'on se doit les uns aux autres en tant qu'individus et qui défend une thèse assez forte selon laquelle on devrait réfléchir de façon plus impersonnelle, ne pas être trop focalisé sur notre petite personne. Il pense que, par exemple, il y a autant de différences entre moi quand j'étais enfant et moi maintenant qu'entre moi et une autre personne qui me ressemble un peu. Et que donc, si par exemple on a des raisons d'épargner pour notre futur moi, pour quand on sera plus vieux, on a autant de raisons de donner de l'argent à une autre personne qui en a le besoin. Qu'on ne devrait pas être focalisé comme ça sur sa propre personne. C'est une idée vraiment stimulante. Ça fait penser à Deleuze, je ne sais pas si tu t'avais entendu dans son abécédaire, quand il parle de la droite et de la gauche. Tu vois un peu? Oui. Il expliquait être de droite, c'est moi, ma famille, mon quartier, ma région, mon pays, le monde. Ouais. Être de gauche, c'est le monde, mon pays, mon quartier, et penser vraiment en communautaire, en pensée large, en disant, mais être de gauche, finalement, elle est quand même peut-être plus proche de penser réellement dans la philosophie vraiment orientale, en parlant de communauté, et que finalement, on se disait, au regard de cette vision de Deleuze, il y a pas mal de personnes de gauche chez nous qui sont quand même vachement à droite. Ah oui, c'est intéressant de dire ça, de mettre ça comme ça. Oui, moi, ça me parle beaucoup parce que mon sujet de mémoire, quand j'étais étudiant, mon premier travail qui m'a amené vers la recherche, c'était sur le décentrement, c'est cette capacité à un peu sortir de sa perspective égocentrée pour s'intéresser aux autres et à des cercles toujours plus larges et pour finalement s'intéresser à l'ensemble de l'humanité, voire de la planète. Et ça me parle beaucoup et c'est ça que je retrouve aussi là chez ce Derek Parfit. Et d'ailleurs, c'est une idée assez bouddhiste aussi, l'idée qu'il faut être moins concentré sur sa propre personne, mais se décentrer. Il paraît qu'il y a même des moines bouddhistes qui lisent des extraits de son livre et qui récitent des extraits de son livre tellement il les a influencés alors que lui n'est pas du tout religieux. Intéressant. Donc on mettra le lien aussi. Et on arrive à nos 3 questions. Tu veux commencer Tu veux faire la première ou je la fais la première? Écoute, vas-y. J'y vais? Honneur à la jeunesse. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais laisser après toi à l'humanité? Déjà une planète habitable, ce serait à mon avis un gros succès si on y arrivait, et avec un système démocratique qui fonctionne et qui permette aux générations futures de continuer à transformer la société selon leurs souhaits. Du coup, la deuxième question, c'est, après toi, qu'est-ce que tu voudrais laisser à ta famille? À mes enfants, j'ai 2 jeunes enfants là, de 5 et 7 ans, et je crois que ce que j'aimerais leur laisser, c'est une forme de stabilité affective qui leur permette de plus s'ouvrir aux autres, justement, de se tourner vers les autres sans être en permanence préoccupés par leurs propres problèmes. Ça, je pense que ce serait déjà un succès. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça, moi, Dieu, je pense que c'est une question moins importante que ce que l'humanité a toujours pensé. Je pense que la question de savoir si Dieu existe ou pas, s'il y en a un, est pas si déterminante. Parce qu'avant, les gens pensaient que sans Dieu, s'il n'y avait pas Dieu, les gens ne pourraient pas trouver un sens à leur existence et ne pourraient pas non plus être motivés à agir moralement. Il y a par exemple John Locke, qui est un philosophe du XVIIe siècle, il disait on ne peut pas se fier aux athées parce que, comme ils ne croient pas en Dieu, ils n'ont aucune raison de respecter leurs promesses ou respecter les contrats qu'ils ont signés. Et en fait, ça me paraît complètement faux. On peut tout à fait trouver un sens à l'existence et des motivations à agir moralement, simplement pour des raisons interpersonnelles.
On a envie de pouvoir justifier la manière dont on agit devant les autres, que quand les autres nous interpellent sur la manière dont on agit, on a envie de pouvoir leur répondre, leur donner des raisons. Ça, c'est une motivation interpersonnelle et c'est ce qui nous motive à agir moralement. Et donc finalement, qu'il y ait un Dieu ou pas, je pense que ça a peu d'influence. S'il y a un Dieu probablement qui n'agit pas sur le monde, je pense qu'on le saurait si les prières fonctionnaient. Je pense que s'il y a un Dieu, il a laissé l'humanité libre de se débrouiller. Et donc, qu'il existe ou pas, on doit quand même se débrouiller par nous-mêmes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Débrouillons-nous par nous-mêmes. Éteignez vos télés, rencontrez-vous, appropriez-vous l'Agora et surtout, si vous avez aimé ce podcast, commentez, partagez, likez, parlez-en autour de vous et on se retrouve très bientôt et certainement qu'on te rappellera. Merci beaucoup pour cette rencontre. C'était fantastique. Pierre-Etienne Van Damme, on a un bouquin qu'il faut lire absolument. On le met en lien sur ce podcast. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.